Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format de littérature où je vais essayer de projeter un petit peu plus de documents et aller un petit peu plus dans les détails de l'œuvre. Alors aujourd'hui, il va être question d'une grande trilogie, probablement un des principaux ouvrages de science-fiction contemporain. Il s'agit de la trilogie Le problème à trois corps, réalisée par le chinois Liu Cixin, qui est ce qu'on peut appeler dans le genre du space opéra, c'est-à-dire la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres, on va sur d'autres planètes, etc. Et aussi, ça appartient à un autre genre de science-fiction qui est la hard science fiction, parce qu'il y a une volonté pour l'auteur d'être le plus réaliste possible. Et donc du coup, il y a quand même des moments de physique, d'astrophysique, qui tabassent un petit peu et qui font remuer les neurones. Alors l'œuvre est majeure, c'est-à-dire que si on additionne les trois ouvrages, le problème à trois corps, c'est 400 pages, le tome 2, La forêt sombre, 700 pages, et le tome 3, La mort immortelle, 800 pages. On est déjà dans les 2000 pages pour se faire la trilogie. Donc c'est un ouvrage qui est assez exigeant, mais dont je fais le pari qu'il risque de devenir vraiment culte dans les années à venir. Pourquoi? Parce que même si ça a été publié entre 2008 et 2010 en Chine, la traduction en français elle est assez récente, elle s'est faite entre 2016 et 2018. Donc c'est un ouvrage qui n'est accessible aux lecteurs francophones que depuis peu de temps. Et puis surtout, je pense que la lecture de cet ouvrage va connaître un grand boom à partir du moment où elle sera adaptée par Netflix, parce que les showrunners de Game of Thrones, c'est-à-dire Benioff et Weiss, ont comme projet d'adapter en série cette trilogie qui est pourtant réputée comme étant inadaptable. Et effectivement, ça risque d'être un grand défi de pouvoir représenter ça, parce que beaucoup de choses ne semblent pas être montrables, ne pourraient pas... Enfin bon voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ces deux excellents réalisateurs vont pouvoir faire avec cette œuvre très très ambitieuse et assez complexe. Alors je vais dans cette vidéo-là uniquement aborder des éléments très généraux sur l'œuvre, de manière à ce que vous puissiez suivre cette vidéo même si vous n'avez pas lu cette trilogie, sans vous spoiler l'intrigue. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, là, je rentrerai vraiment dans les détails, dans le résumé de l'œuvre. Donc là, il y aura évidemment beaucoup plus de spoilers. Et donc, je conseille d'attendre d'avoir lu finalement cette trilogie pour ensuite voir la deuxième partie de la vidéo. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans la science-fiction, c'est pas tant en quoi elle peut nous renseigner sur ce qui nous attend dans 50 ans, 100 ans ou 200 ans, parce que le plus souvent, finalement, quand même, la science-fiction se plante. Hein. C'est-à-dire que Barjavel imagine des voitures qui volent dans les airs, etc., etc. Là, je suis en train de lire L'Incal de Jodorowsky qui imaginait le monde en 2014. Bon, fort heureusement, les choses ne sont pas produites comme lui l'a imaginé. Hein. Donc, généralement, quand la science-fiction se veut prédictive, elle se plante. Par contre, il y a quelque chose sur quoi la science-fiction est très intéressante, c'est comprendre le présent. C'est-à-dire qu'on imagine toujours le futur à l'aune du présent. Et donc, le parti pris aujourd'hui de cette vidéo, c'est de savoir finalement en quoi Liu Cixin nous renseigne sur la vision dont la Chine, la vision que la Chine a du monde. Parce que Liu Cixin, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un auteur qui a aujourd'hui 57 ans et qui est de loin l'écrivain de science-fiction le plus populaire en Chine. Il a reçu de très nombreux prix, dont le prix Hugo du meilleur roman, le prix Locus du meilleur roman de science-fiction, et même dans un passage du poème à trois corps, il troll justement, je vous mets l'extrait là, c'est assez amusant de voir que lui-même prend beaucoup de distance vis-à-vis finalement du succès et de l'adaptation de ces 10 succès en roman. Donc voilà, moi, mon parti pris, c'est d'essayer de vous montrer en quoi Liu Cixin nous renseigne sur la vision qu'a la Chine du monde aujourd'hui. Alors tout d'abord, moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'est un ouvrage de science-fiction qui nous parle d'histoire au début. Que toute la première partie du problème à trois corps, qui s'intitule Un printemps silencieux, fait référence à la révolution
culturelle. Alors la révolution culturelle, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la Chine donc, est communiste depuis 1945, dominée par un certain Mao Tse-tung. Et Mao Tse-tung, en 1958, lance une grande réforme agraire, parce que la particularité du maoïsme, c'est qu'il repose sur les paysans, alors que l'URSS s'appuyait plutôt sur les prolétaires. Donc Mao, qui idéalise grandement le monde agricole, veut le réformer à toute vitesse. C'est une réforme qu'il appelle le grand bond en avant, qui est une catastrophe, parce qu'elle va engendrer une immense famine qui, alors selon les estimations, aurait fait entre 10 et 45 millions de morts. Donc c'est la plus grande famine de l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est dû à la stupidité d'un homme, Mao Tse-tung, et à son idéalisation du monde agricole. Par exemple, pour Mao Tse-tung, les animaux, les oiseaux en particulier, sont des nuisibles qui gênent les récoltes. Et donc ils vont éliminer tous les oiseaux, mais vraiment ils vont éliminer partout. Sauf que le problème c'est que les oiseaux mangent les chenilles, mangent tout un tas de parasites. Et donc quelque part aussi ce grand bond en avant, il montre l'échec de l'humanité quand finalement elle entend vraiment tout contrôler, imposer sa loi à la nature. Finalement la nature est assez bien faite et il vaut mieux l'écouter et la comprendre que plutôt que de la plier à ses destins. Bref, quoi qu'il en soit, le grand bond en avant, c'est une catastrophe, 45 millions de morts, et ça fragilise le pouvoir de Mao. À tel point, finalement, que Mao se retrouve petit à petit en situation de minorité au sein du Parti communiste, et que Liu Shaoqi est en passe, finalement, en tant que président, de le remplacer, de le supplanter. Et là, Mao Zedong, en 1966, pour reprendre la main, lance une grande révolution culturelle où finalement il s'appuie sur les bases du parti communiste, vraiment ceux qui sont tout en bas, et veut éliminer cette aristocratie, mais finalement que ce soit la tête du parti communiste ou les universitaires ou les professeurs, bref, une chasse aux élites. Une véritable chasse aux élites est lancée par Mao, qui lui permet du coup d'éliminer tous ses concurrents au sein du parti communiste, mais qui a des catastrophes intellectuellement parlant et culturellement parlant catastrophiques pour la Chine. Puisque cette révolution culturelle qui va durer de 1966 à 1976 va voir l'élimination de tous les grands savants et du coup faire prendre énormément de retard à la Chine. Je vais vous lire un extrait, là on est dans le livre noir du communisme. C'est un ancien élève qui raconte ce qu'il voyait lors de la révolution culturelle. Je vis des professeurs, 40 ou 50 au total, en rang, la tête et le visage aspergés d'encre noire. Ils portaient, pendus à leur cou, des panneaux avec des inscriptions comme « Autorité académique réactionnaire »,« Ennemi de classe »,« Tenant de la voie capitaliste »,« Chef de bande corrompu ». Que des qualificatifs empruntés aux journaux. Chaque panneau était marqué d'une croix rouge, ce qui donnait aux professeurs une apparence de prisonniers condamnés à mort, attendant l'exécution. Tous étaient coiffés de bonnets d'âne, sur lesquels étaient peintes des épithètes semblables, et portaient sur le dos des balais sales, des époussettes, des chaussures. On lui avait aussi pendu autour du cou des seaux remplis de pierres. J'aperçus le directeur. Son seau était si lourd que le fil métallique lui avait entaillé profondément la peau. Il chancelait. Coups et tortures suivirent. Je n'avais jamais vu de pareille torture auparavant. On leur faisait manger de la matière de vidange et des insectes. On les soumettait à des chocs électriques. On les forçait à se mettre à genoux sur du verre cassé. On leur faisait faire l'avion en les suspendant par les bras et les jambes. Ceux qui furent les premiers à se saisir de bâtons et à torturer, c'étaient les brutes de l'école. Enfants de cadres du parti et officiers de l'armée, ils appartenaient aux 5 classes rouges, catégorie qui comprenait également les enfants d'ouvriers, de paysans pauvres et moyens pauvres et de martyrs révolutionnaires. Donc on voit qu'on crée des classes sociales, les classes rouges qui ont plus de droits et donc les enfants se permettent d'être encore plus violents avec leurs enseignants. Grossiers et cruels, ils étaient habitués à jouer de l'influence de leurs parents et à se chamailler avec les autres élèves. Tellement nuls en classe qu'ils étaient sur le point d'être renvoyés, ils en voulaient très probablement aux professeurs. Donc là, bon, on a une scène comme ça qui, dans le problème à 3 corps, hein, qui raconte justement aussi l'exécution d'un professeur d'université. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais vous voyez, là, moi, ce n'est pas un roman, hein, c'est un ouvrage historique sur lequel je m'appuie. Et ce témoignage
est très semblable à ce que finalement on peut lire dans le problème à trois corps. Et ça m'a beaucoup étonné, parce que je me suis dit, tiens, il est étonnant quand même que dans une Chine que l'on qualifie souvent de totalitaire, qui se prétend du moins encore communiste, on puisse écrire avec autant d'honnêteté ce qui s'est passé en Chine il y a à peine un demi-siècle. Donc là, j'étais assez étonné, je me suis dit, tiens, il y a plutôt une vision finalement réaliste, concrète de l'histoire, et ça m'a beaucoup interrogé. Alors, comme on va le voir maintenant, je pense que quand même le rapport à l'histoire de Liu Xixin est un peu plus problématique. Déjà, il y a sa division du temps historique en ères, dans lequel moi et la majorité des historiens ne se retrouvent pas du tout. C'est-à-dire, il y a l'ère industrielle, puis l'ère nucléaire, puis l'ère de l'information, puis l'ère de ci, puis l'ère de ça, l'ère du numérique. Bon. Déjà, ça, ce sont des divisions du temps qui peuvent être utilisées dans les jeux vidéo. Je pense à Empyros, par exemple, mais n'est pas du tout utilisé par les historiens. Pourquoi? Parce que ça donne une vision quand même assez déterministe, comme si toute civilisation devait aller dans telle direction, et puis une vision téléologique, c'est-à-dire on raconte ce qui se passe en connaissant la fin et en présentant cette fin comme étant inéluctable. Et le dernier point, c'est que c'est une vision qui suppose que le temps historique repose sur un progrès. Et ça, de toute façon, on l'a dans cette trilogie. L'humanité va vers du progrès, vers du mieux-être, vers du confort. Ça, c'est de plus en plus contesté, notamment par les mouvements qui prônent la décroissance, qui pensent qu'une croissance infinie ne sera pas possible dans un monde de ressources finies. Mais ça, je pense que ça tient à une chose très simple, qui est la croissance du PIB. C'est-à-dire que si on prend la croissance du PIB en France, bon, avec le Covid, le PIB a plutôt mangé. Et donc, pour la première fois, on a même eu une croissance négative. Mais donc, on va se baser sur le chiffre de 2019, si vous voulez bien. La croissance du PIB en France, en 2019, c'était 1,5%. Au Royaume-Uni aussi, en Allemagne aussi. Maintenant, si on va voir en Chine, la croissance du PIB en Chine, c'était 6%. Ah ouais. Donc une croissance économique 4 fois supérieure en Chine à ce qu'elle peut être en France ou au Royaume-Uni. Donc clairement, pour moi, il y a un lien entre cette croissance économique très forte que connaît encore la Chine, surtout avec cette situation où les économies du monde entier s'effondrent, alors que la Chine, ayant quand même mieux géré cette crise du coronavirus, a une croissance économique assez insolente. Eh bien, c'est ça qui sous-tend cette idée de progrès derrière. Même si moi, personnellement, à titre personnel, je n'y crois absolument pas. J'ai une vision du temps qui n'est pas un temps linéaire, qui n'est pas un temps qui va vers du progrès. Bon, du coup, c'est un petit peu plus angoissant, mais c'est ma conviction profonde. Après, bon, il y a cette division du temps du coup en ère et cette vision du progrès qui est problématique, mais pour moi, le gros problème du rapport à l'histoire chez Liu Xixin, c'est ce fantasme d'une civilisation chinoise millénaire. Alors attention, je ne dis pas que la Chine n'est pas une grande civilisation, je ne dis pas que la Chine n'est pas une civilisation ancienne, mais sans dévoiler l'intrigue, dans un moment du livre, on pénètre dans un jeu vidéo où on a différents personnages historiques qui sont joués, et surtout au tout début du problème à trois corps, les personnages historiques que l'on observe sont essentiellement des personnages de l'histoire chinoise. Sauf que cette histoire chinoise, elle appartient plus à la légende qu'à l'histoire. Et Liu Xixin, lui, les présente comme des personnages historiques. Je m'explique. Là, tout ce que je vais vous dire repose sur le cours de Han Sheng au Collège de France. Donc vous avez ici la vue, elle a tenu ses cours du 19 novembre au 28 janvier 2021, donc c'est extrêmement récent. La séance de cette année s'intitulait « La Chine est-elle encore une civilisation ?» C'est un titre assez osé. Et dans le cours du 10 décembre 2020, Han Sheng nous dit quelque chose de formidable, qui est que le Parti communiste, le 28 septembre 2020, donc on est en pleine crise du coronavirus, on a des tensions avec les États-Unis, bref, on a un moment charnière de l'histoire. À quoi est consacré le travail du comité central du Parti communiste? Eh bien, à l'archéologie. Ils sortent donc un numéro spécial consacré à l'archéologie et Xi Jinping, le
président dirigeant chinois, dit de la Chine qu'elle a 1 million d'histoires humaines. Je ne sais pas où il peut trouver ce 1 million, sachant que Homo sapiens n'était pas là il y a 1 million d'années, bon bref. 10 000 ans d'histoire culturelle et 5 000 ans d'histoire civilisationnelle. Et ce 5 000, il n'est pas choisi au hasard, parce que 5 000, ça fait en moins 3 000, à peu près, ce serait comme si la civilisation chinoise était née en même temps que les civilisations de Mésopotamie et d'Égypte, ces civilisations du croissant fertile. Et il y a cette idée finalement que la Chine serait la mère patrie de l'humanité au même titre que l'Afrique. Et certains chercheurs chinois même en viennent à nier finalement l'origine africaine d'Homo sapiens pour lui donner une origine chinoise. Donc on voit que il y a aujourd'hui un grand travail en Chine idéologique de réécriture de l'histoire, présenter la Chine comme une des civilisations les plus anciennes, comme une civilisation continue qui se serait étalée sur 5 millénaires, que d'une certaine façon, Liu Cixin reprend dans sa trilogie et qui a un soubassement idéologique très marqué. Parce que cette vision de l'histoire, elle est voulue par le Parti communiste chinois pour placer la Chine comme une puissance. Donc voilà pour ce qui relève du rapport à l'histoire dans Liu Cixin. Maintenant, il y a un deuxième point sur lequel cette trilogie nous apprend beaucoup de choses, c'est va-t-on vers une coexistence pacifique? Alors, à première vue, oui. Pourquoi? Si on voit finalement comment Liu Cixin se projette dans les civilisations futures, on remarque que pour lui, les civilisations qui nous succéderont vont vers finalement un monde assez unifié, où on ne parlerait plus qu'une seule langue, qui serait une sorte de Shinglish, moitié chinois, moitié anglais. Et d'ailleurs, les personnages dans la troisième trilogie, La Mort Immortelle, ont même des noms complètement bizarres, où il y a un mot anglais suivi d'un idéogramme chinois. Donc des noms moitié anglais, moitié chinois. Donc on se dit, bon ben tiens, finalement là, chez Liu Cixin, il n'y a pas véritablement d'affrontement entre États-Unis et Chine, mais plutôt la création d'une sorte de civilisation commune. Donc là, ça se veut plutôt rassurant. Sauf que, ça c'est la première lecture sur ce qui se passe sur Terre. Sans vous dévoiler l'intrigue, le deuxième tome de La Forêt Sombre montre une chose toute simple, en tout cas c'est la vision qu'en a Liu Cixin, qui est que la civilisation la plus forte détruira la plus faible, sans même chercher à la connaître. C'est quelque chose qui est au cœur de l'œuvre de Liu Cixin. Cette idée que toute civilisation qui en a les moyens détruira une civilisation plus faible avant qu'elle puisse la menacer. Et donc là, ça devient quand même un rapport plus problématique à la coexistence civilisationnelle. Alors là, Liu Cixin repose aussi sur quelque chose dont il n'est pas à l'origine. Cette idée-là, elle a été popularisée par le professeur en sciences politiques des États-Unis, Graham Allison, qui s'appuie sur le passage de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, un historien grec de l'Antiquité, dans lequel la guerre du Péloponnèse, selon lui, est liée au fait que Athènes, devenant une puissance récente, finalement menace les intérêts de Sparte, qui lui fait la guerre pour l'éliminer. Donc finalement, une puissance ancienne fera la guerre contre une puissance récente qui menace son hégémonie. Et donc là, on voit en plus que, à travers cette idée-là, la puissance récente, c'est la Chine. Donc il y a cette idée, finalement, chez les Chinois, qu'une guerre, qu'elle soit économique ou traditionnelle avec les États-Unis, semble inévitable, que les États-Unis seront à l'origine de cette guerre et qu'il ne pourra en rester plus qu'une de ces civilisations, soit la civilisation chinoise, soit la civilisation américaine. Et quand on voit finalement la politique mise en œuvre par Donald Trump et puis finalement celle que continue à mettre Biden, qui est moins outrancière dans les propos mais qui suit la même logique, qui est la logique de l'affrontement économique, on peut effectivement lui donner raison. Donc ce piège de Thucydide, finalement, on le retrouve
dans la théorie de la forêt sombre, théorie que je n'expliciterai pas dans cette vidéo pour ne pas vous spoiler, mais qui suppose qu'il ne peut pas y avoir de coexistence pacifique entre les civilisations. Donc là, c'est déjà assez préoccupant parce qu'on voit du coup que d'après Liu Cixin, la Chine est une grande civilisation et peut-être même la plus grande des civilisations, et qu'il n'y a pas de coexistence pacifique possible. Troisième point, dans Liu Cixin, l'Occident est très présent. Donc je trouvais ça flatteur, je me suis dit, tiens, finalement, quand on prend un ouvrage d'un auteur états-unien ou français, on n'a pas 1000 références à la Chine, même souvent on n'en a pas du tout. Or, chez Liu Cixin, il y a à peu près autant de références à la culture chinoise qu'à la culture occidentale. Voire même, il y a un peu plus, je trouve, de références à la culture occidentale. Ça passe par le moment où un des héros du roman va visiter le Louvre. Une visite très belle parce qu'il fait finalement privatiser le Louvre pour y aller seul avec son amoureuse. Et je me dis que là aujourd'hui, alors qu'on vient de fermer le Louvre à cause du Covid, on pourrait peut-être, ce serait une belle idée, autoriser des couples, des individus à aller le visiter, mais en tout petit nombre, et offrir cette expérience incroyable de se retrouver juste à 50 ou 100 dans ce qui est peut-être le plus beau musée du monde, qui abrite ces œuvres remarquables et qui aujourd'hui est fermé et dont les œuvres ne sont vues par personne. Bref, quoi qu'il en soit, moi ça m'a fait écho à ça, cette idée d'un Louvre déserté, la Joconde va occuper une place très importante dans l'œuvre. La Joconde occupe une place importante dans l'œuvre. La Nuit étoilée de Van Gogh aussi. À la toute fin de l'œuvre, il y a un beau parallèle. Et finalement même, cela fait créer à Liu Cixin cette idée, est-ce que Van Gogh aurait voyagé dans le temps, aurait vu cette scène pour ensuite la peindre dans La Nuit étoilée, cette idée que le temps ralentissant, eh bien, on peut voir les étoiles progressivement se déplacer dans le ciel. Un petit peu comme si vous prenez une photo, mais en mettant sur un temps de prise de vue très lent qui s'étendrait sur même plusieurs heures, et où finalement vous aurez le tracé de chaque étoile. Ça donnerait quelque chose d'assez magnifique, quelque chose que l'on pourrait peut-être même observer à l'œil nu en temps réel si on était dans un temps relatif, parce qu'il y a dans Liu Cixin, comme dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, une question sur la relativité du temps. Mais quoi qu'il en soit, on voit que là, l'œuvre qui est au cœur, c'est Van Gogh, c'est un peintre européen. Donc finalement, l'Occident prend une place très importante dans l'œuvre de Liu Cixin. Mais je dis bien l'Occident, c'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment distinguer ce qui relève de l'Europe, des États-Unis, etc. D'ailleurs, sur le plan politique, l'Europe est très secondaire, hein, comme souvent d'ailleurs dans les œuvres actuelles. Et ça nous renseigne aussi sur le manque de leadership de l'Union européenne aujourd'hui dans le monde. Nous, on se qualifie comme la troisième puissance, mais pour les Chinois et pour les Américains, l'Union européenne, c'est juste une puissance régionale, au même rang que la Russie, l'Inde ou le Brésil. Bref, donc ça aussi, là, on est sur un élément flatteur. Tiens, une prise en compte de l'Occident, une connaissance de l'Occident chez Liu Cixin. Néanmoins, ce qui, moi, me préoccupe, c'est que face à cet Occident, normalement, si on parle de l'Occident, c'est que de l'autre côté, il y a l'Orient. Eh bien, cette notion d'Orient, elle est totalement absente de l'œuvre de Liu Cixin. Il n'y a pas d'Orient. Il y a un Occident, mais il n'y a pas d'Orient. Et bon, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a face à cet Occident? Eh bien, il y a la Chine. Mais la Chine, seule. Dans les 2000 pages de cette trilogie du problème à trois corps, n'est nulle part mentionné le Japon, l'Inde, enfin, les civilisations du Pacifique. Bref, toujours face à cet Occident, il n'y a que la Chine. Il y a le choix. C'est la Chine ou c'est l'Occident. Donc finalement, on recrée sur le plan culturel une division du monde complètement bipolaire, comme une nouvelle guerre froide, où on aurait la Chine d'un côté et le monde occidental de l'autre. Et c'est tout. Donc ça, voilà, c'est le troisième aspect qui, moi, m'a beaucoup interrogé. Tiens, il y a un discours qui est posé sur l'Occident, mais sans Orient. Et le dernier point, c'est la question du genre. Alors, la question du genre, elle est là aussi un peu problématique. Pourquoi? Parce que je reconnais le mérite à Liu Cixin de créer des personnages féminins assez forts, et donc de créer des héroïnes.
Donc, le premier personnage féminin qui est à l'origine de la création de tout ce qui suit, hein, c'est-à-dire tout ce qui suit, qui va impacter des milliards d'individus, est lié au fait que une personne, une seule, a subi un traumatisme durant la révolution culturelle. Voilà, ça c'est le nœud de l'intrigue, que je ne dévoilerai pas. Et cette personne, c'est une femme. Donc du coup, on a des femmes qui sont assez présentes, et puis à partir de La Forêt Sombre et surtout dans La Mort Immortelle, la principale héroïne est une femme, hein, c'est elle qui est au cœur de l'œuvre. Donc finalement, on a des femmes qui sont quand même bien représentées, qui jouent leur rôle. Mais ce que moi je reproche à Liu Cixin, c'est que ces femmes jouent un rôle, mais un rôle féminin. À part à la rigueur la première qui, habitée par une idée de vengeance, va prendre des décisions radicales, hein, mais en revanche, voilà, je suis beaucoup moins séduit par le deuxième personnage de Shang Xing, qui est montré comme étant incapable de prendre des décisions radicales, comme aveuglé par ses émotions, ses sentiments. Donc on a une idée comme un personnage féminin est dans les émotions, alors que les personnages masculins, Luo Ji ou Thomas Wade, eux, sont dans la rationalité et finalement sont dans le camp de ceux qui ont plutôt raison. Donc finalement, on a cette distinction très nette de caractère entre les femmes et les hommes, y compris dans l'avenir. Alors que moi, je suis plutôt partisan de l'idée suivant laquelle les différences de comportement entre les femmes et les garçons sont plus liées à ce qui relève de l'éducation qu'à ce qui relève de la génétique et de la biologie, et que finalement, si on élève une fille comme un garçon et un garçon comme une fille, eh bien, on aura des comportements inversés. Et si on élève tout le monde de la même façon, eh bien, filles et garçons se comporteront de la même façon. Ça, en tout cas, moi, c'est ma conviction profonde, mais ce n'est pas ce que partage Liu Cixin, parce que d'ailleurs, il va présenter même une civilisation dans le futur qui est complètement féminisée, où les hommes ont des traits féminins comme les chanteurs de K-pop. C'est lui qui l'écrit, hein. C'est pas de moi ce préjugé. Et que finalement, cette civilisation où les hommes sont très féminisés, ben, c'est une civilisation qui n'est plus prête à se battre et qui, pour s'en sortir, doit faire appel aux individus qui ont été cryogénisés quelques siècles auparavant pour les sauver. Donc voilà, une question du genre aussi, qui pour le coup est plutôt assez traditionnelle, voire traditionnaliste. Et selon moi, la science-fiction pourrait ouvrir sur quelque chose de plus audacieux. Voilà. Et le tout dernier point sur lequel je vais vous laisser, c'est la question des extraterrestres. Dans la première partie de mon hors-sujet sur l'histoire de la science-fiction, je critiquais un petit peu les œuvres type Star Wars ou autres qui présentent à chaque fois des extraterrestres comme des bipèdes, qui s'expriment avec un système de langage compréhensible, ou des sortes d'animaux, mais bref, en fait, on ne va pas inventer des choses très différentes de ce qu'on peut retrouver sur Terre. Et moi, je suis convaincu que si vie extraterrestre il y a, ce sera une forme de vie qui nous est tout à fait inimaginable. Et c'est vrai que là, par contre, je tire mon chapeau à Liu Cixin de ne pas avoir représenté les extraterrestres sous cette forme-là. De toute façon, il ne les a pas représentés du tout, donc ça aide. Après, les civilisations sont quand même à l'image, finalement, de la Chine actuelle. C'est-à-dire ces extraterrestres qui semblent avoir tellement d'avance, eh bien, ce sont des systèmes hyper autoritaires, hyper stricts, dans lesquels on se fixe un but, dans lequel l'individu est soumis au collectif. Et là aussi, je pense que ça nous renseigne un petit peu sur la vision du monde qu'ont les Chinois aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant. De toute façon, il y a un débat à un moment, hein, sur un vaisseau spatial qui est perdu, qui dit bon, maintenant c'est nous la civilisation. Qu'est-ce qu'on crée comme modèle politique?
Ils disent, ah, la démocratie, non, c'est pas ça qu'il nous faut. Ah, la dictature, ah, c'est pas ça qu'il nous faut. Donc, je vous mets là l'extrait. Je trouvais ce passage assez intéressant, hein, finalement, hein, de questionner la démocratie. Ne serait-ce que quand on voit par rapport à la gestion du Covid, ce ne sont pas les démocraties qui s'en sont le mieux sorties, hein. Pour moi, ça va du totalitarisme au régime autoritaire, à la démocratie et à la démocratie populiste. Et pour moi, plus on va vers la démocratie populiste, type Donald Trump, Bolsonaro, plus c'est catastrophique. Mais plus on va vers l'autoritarisme et le totalitarisme, plus le fonctionnement de la gestion épidémique a été efficace. Donc, quel système politique envisager? Liu Xixin pose la question, mais n'apporte pas la réponse. Tout comme à quoi ressemblerait finalement une vie extraterrestre. Là aussi, Liu Xixin pose la question pendant 2000 pages, mais n'y apporte pas la réponse. Et je trouve que c'est ça, l'intelligence. L'intelligence, elle ne se mesure pas aux réponses que l'on apporte, mais aux questions que l'on se pose. Sur ce, si ça vous a plu, lisez-vous les 2000 pages de du problème à 3 corps de Liu Xixin. Et puis une fois que vous aurez lu ça, vous regardez la deuxième vidéo pour qu'on puisse échanger finalement sur vos impressions de lecture. Ou si juste vous voulez faire les malins, spoiler vos copains avant que ça sorte sur Netflix et faire comme si vous l'avez lu sans l'avoir lu, vous pouvez aussi regarder la vidéo. Sur ce, à tout de suite.